Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques, qui, comme vous le savez sûrement, se dérouleront à Paris en 2024. Tout d'abord, je vais vous parler du logo. Pour commencer, son fond blanc représente l'universalité des Jeux Olympiques. Et vous l'aurez peut-être deviné, mais les 5 anneaux représentent les 5 continents. De plus, les 6 couleurs du logo étaient à l'époque au moins une fois présentes sur chaque drapeau du monde, ce qui a encore une fois pour but de symboliser la généralité des Jeux Olympiques. Le logo que nous connaissons a été créé par Pierre de Coubertin en 1913. Il a été officiellement présenté en 1914, mais n'a été utilisé que pour la première fois en 1920, car les Jeux de 1916 ont été annulés à cause de la Première Guerre mondiale. Mais je dois aussi vous présenter le logo des Jeux Olympiques Paris 2024. En effet, chaque ville propose un logo lorsqu'elle est choisie pour abriter les Jeux Olympiques. Cette image présente 3 symboles. Tout d'abord, le rond doré qui symbolise la médaille, et donc la victoire. Deuxièmement, la flamme, qui est le symbole des Jeux Olympiques depuis l'Antiquité. Et troisièmement, Marianne, qui représente la République française. De plus, la police élégante de Paris 2024 renvoie à la période Art déco et donc aux Jeux Olympiques 1924, où pour la première fois un logo avait été créé pour l'occasion. Ce logo se démarque aussi des autres car il est presque similaire à celui des Jeux paralympiques. Ensuite, je vais vous parler des Jeux Olympiques antiques, qui se déroulaient à Olympe, au sud de la Grèce, de 776 avant Jésus-Christ à 394 après Jésus-Christ, soit durant plus de 12 siècles. Ils étaient tellement importants que les guerres s'arrêtaient entre les villes grecques pour que se déroulent les Jeux. Des hommes libres venaient de tout le pays pour concourir. Le premier recevait les honneurs, et on lui jetait des fleurs. On lui donnait un bandeau de la victoire, et, s'il était riche, il pouvait demander une ode ou un poème à sa gloire, ou encore une statue à son effigie dans le temple de Zeus. Tous les vainqueurs, une fois de retour à leur ville natale, recevaient une somme d'argent et des récompenses diverses. En revanche, seul le premier avait le droit aux honneurs. Les deuxièmes et troisièmes ne recevaient aucune distinction particulière. Passons à présent du côté des disciplines. Le premier jour, il y avait les courses de chevaux, dont la course de quadrige, où il fallait faire 4000 mètres, et la course de chars à 2 chevaux, qui comportait, elle, 9500 mètres. Parfois, les participants faisaient concourir à leur place un jockey, souvent un esclave d'ailleurs. En fait, la victoire de cette épreuve signifiait surtout que le participant avait la faveur des dieux et pouvait s'offrir un bon cheval de course. Il y avait ensuite les épreuves gymniques, où chaque participant concourait nu. La première discipline des épreuves gymniques était le pentathlon, qui en regroupait 5. Le lancer de disque, le lancer de javelot, le saut en longueur, la course à pied ainsi que la lutte. On enchaînait ensuite avec les courses. Il y en avait 3. Le dolichos, long de 24 stades, donc entre 4200 et 4500 mètres. Ensuite, le stadion, l'épreuve la plus populaire des Jeux, qui était longue d'un stade. D'ailleurs, il faut savoir que l'arène d'Olympie mesurait 192 mètres. Et pour finir, le diolos, qui lui était long de 2 stades. Après les courses, on passait aux épreuves lourdes, qui étaient des sports de combat. On commence avec la lutte. Au début du combat, les 2 lutteurs sont face à face et leurs fronts se touchent. Ils tentent de mettre leur adversaire au sol et le gagnant est déclaré victorieux quand les épaules de son adversaire ont touché 3 fois le sol. Après cette épreuve, il y avait ensuite le pougliate, ou la boxe antique. C'était la discipline réputée pour être la plus violente.
Les adversaires se portent des coups et si l'un des deux n'est plus capable de se battre ou abandonne, l'autre gagne. Il n'y avait qu'un seul round, donc pas de pause. Les athlètes ne portaient pas de gants, mais des lanières de cuir qu'ils enroulaient autour de leurs mains, en laissant leurs doigts libres. Et pour terminer avec les épreuves lourdes, on a le pancrace, qui avait pour but de mettre le concurrent hors combat. Tous les coups étaient permis, sauf mordre, arracher une partie du corps de l'autre, ou lui mettre les doigts dans l'œil. Pour conclure ces Jeux olympiques antiques, il y avait la course en armes. L'athlète courait, armé d'un casque et d'un bouclier. Le tout pesait 10 kilos. On disait que c'était un bon entraînement militaire. Au tout début de la pratique des Jeux olympiques, il ne durait qu'1 jour, ensuite 4, et à la fin, il durait 5 jours. Mais, comme vous l'avez vu, les Jeux olympiques antiques n'ont pas duré éternellement. En effet, même si aucun document ne nous permet de savoir exactement la date des derniers Jeux, on peut supposer qu'ils ont été interdits en 393 après Jésus-Christ par l'empereur Théodore Ier, car il n'était pas assez chrétien. Mais du coup, d'où viennent les Jeux olympiques que nous connaissons aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Les Jeux olympiques antiques ont été revisités par le baron français Pierre de Coubertin en 1894. Les premiers Jeux modernes ont donc eu lieu dès 1896 et se sont déroulés en Grèce. Pierre de Coubertin fonde par la même occasion le CIO, Comité international olympique, qui organisera les futures compétitions. Nous en reparlerons après. Ces premiers Jeux olympiques modernes correspondent à peu près aux Jeux d'été que nous connaissons aujourd'hui. Ils se déroulent tous les 4 ans et sont interdits aux professionnels, comme le voulait Pierre de Coubertin. Ceux-ci ne seront autorisés à participer à l'événement qu'après 1981. Ce n'est qu'en 1924 que les Jeux olympiques d'hiver font leur apparition. Ils se déroulent aussi tous les 4 ans, en alternance avec les Jeux d'été, et comprennent par exemple le biathlon, du hockey sur glace ou encore du saut à ski. En accord avec les idées de Pierre de Coubertin, les femmes et les Noirs n'ont pas le droit de participer aux compétitions. Mais peu à peu, le CIO devient le seul à pouvoir choisir si une discipline doit être ajoutée aux Jeux. Ainsi, en 1919, une athlète demande l'inclusion d'épreuves féminines aux Jeux olympiques. Sa demande est refusée et les femmes ne sont finalement autorisées à participer qu'à partir de 1928. Actuellement, il y a en moyenne 10 500 participants aux Jeux olympiques d'été et 3 000 aux Jeux olympiques d'hiver. Il y a 206 nations participant à l'événement et on trouve 42 disciplines aux Jeux olympiques d'été, tandis que ceux d'hiver n'en comptent que 12. Et voilà, c'est déjà la fin de cette partie 1 sur les Jeux olympiques. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous. Et la partie 2 comprendra des infos sur les disciplines, l'organisation, les gagnants français, ainsi que les Jeux paralympiques et les Jeux à venir. Salut!